Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Au quatrième et dernier jour de sa visite d'État dans la région d'Unzi, le président de la République a animé un meeting géant au stade Samba Kone Ambroise de Dimbokro. Le chef de l'État a exprimé sa joie et son attachement à Dimbokro, une ville qu'il porte dans son cœur. Alassane Ouattara a salué la mémoire de tous les parents et dignitaires qui ne sont plus de ce monde. Outre les grands projets d'infrastructure en cours de réalisation, le président de la République a aussi parlé de paix, de rassemblement, mais également de cohésion sociale. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulan. Le président de la République ce samedi devant ses parents de Dimbokro, après avoir rencontré successivement jeudi et vendredi ceux de Kwasi Kwasikro et Bokanda à la faveur de sa visite d'État dans la région d'Unzi. Dimbokro, ultime étape de cette visite avec la particularité que c'est cette ville qui a vu naître le président Alassane Ouattara. La rencontre réunissant donc ce jour le chef de l'État et les ressortissants de cette cité au stade Kone Samba Ambroise de la dite ville ne peut être que celle entre les membres d'une même famille, comme en témoigne l'accueil réservé à l'illustre fils d'Unzi. Le peuple Agba, dans toute sa diversité, est heureux de vous accueillir chez vous, vous le plus illustre des fils de notre région. Aujourd'hui, samedi 28 septembre 2019, est un jour mémorable qui sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre commune, de notre région. Longtemps, nous avons attendu cette visite. Longtemps, nous avons vu et suivi, souvent avec beaucoup d'envie, les autres régions vous accueillir, vous honorer et bien évidemment bénéficier de votre grande générosité. Et nous demandions quand est-ce que l'enfant prodigue arriverait sur ces terres pour communier avec ses parents. Puis, nous avons finalement compris que votre sens élevé de l'équité, de la justice et de la responsabilité envers tous les Ivoiriens dans l'accomplissement de votre mission de chef de l'État vous a amené tout d'abord à vous occuper de vos concitoyens des autres régions du pays avant de vous tourner enfin vers vos parents. Conformément à la coutume, le président de la République a reçu chez lui de nombreux présents, notamment des attributs royaux. Le chef de l'État, pour exprimer sa gratitude, a offert à son tour une enveloppe de 20 millions de francs CFA, en plus des dons de l'État, en l'occurrence des véhicules de type 4x4 pour permettre à l'administration d'être plus performante au service des populations. S'il est vrai que le président Alassane Ouattara est chez lui à Dimbokro, il n'en reste pas moins vrai qu'aux yeux de ses parents, il vient comme le Messie annoncer les couleurs d'un départ nouveau et certain quant au développement de sa terre natale, notamment en termes d'infrastructures et de santé. Chers frères, chères sœurs, chers parents, par la voix de votre porte-parole, vous avez émis un certain nombre de doléances que, bien évidemment, je connais et que j'ai bien notées. Bien sûr, j'avais déjà identifié certaines de ces préoccupations. J'avais demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et au gouvernement de les examiner à l'occasion de la préparation de cette visite d'État. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons démarrer avant la fin de l'année le bitumage de la route Dimbokro-Bokanda-Anada de 98 km. Oui, ces travaux commenceront avant la fin de l'année et vont coûter 51 milliards de francs CFA. Nous avons aussi décidé du bitumage de l'axe Bokanda, Kwasi Kwasikro à Langwassou, de 91 km dans le cadre du programme d'infrastructure 2021-2025. Enfin, nous procéderons au renforcement de la voirie de la ville de Dimbokro, 10 km pour un montant de 6 milliards. En matière d'électricité, nous prévoyons l'électrification de 65 localités dans la région, afin de passer d'environ 40% aujourd'hui à près de 73% de taux de couverture à fin 2020. Et ceci est à comparer
au taux de 31% en 2011. Dans le secteur de l'eau potable, des travaux de grande envergure sont en cours afin de régler définitivement la question de l'alimentation en eau potable et surtout de la coloration de l'eau dans la région en raison de l'orpaillage clandestin que nous continuons de combattre énergiquement. En ce qui concerne la santé, plusieurs réhabilitations de dispensaires et de centres de santé urbains sont prévus à Kwasi-Kwasi-Kro, Dimokro et Bokanda. Je voudrais donc vous rassurer que ces doléances sont véritablement prises en compte par le gouvernement et seront exécutées avec diligence. Voyez-vous, chers parents, votre fils et le gouvernement sont au travail. Et nous continuons d'avoir de grandes ambitions pour notre pays, pour la région du Zi et pour Dimokro. Et c'est pour cela que nous avons besoin de paix, de stabilité, pour poursuivre cette œuvre de développement. Pour le président de la République, tous ces projets concernant Dimokro s'inscrivent dans un nouveau programme de développement avec la mobilisation d'un financement à hauteur de 74 milliards de francs CFA. Et le président Alassane Ouattara en appelait au bon sens de ses compatriotes en vue de la promotion de la paix et la cohésion sociale, toute chose sans laquelle aucun développement n'est possible. La visite d'État dans la région du Nzi est terminée. Si vous n'avez pas eu la chance de la suivre de bout en bout, je vous propose de revoir quelques tranches du voyage du chef de l'État, des tranches revisitées par Alexis Ouedraogo. Il l'a promis, c'est chose faite. Une visite d'État de 4 jours dans le Nzi, sans distinction d'appartenance politique ou religieuse, comme un seul homme, jeune, femme, chef, ont honoré le fils, l'ami, le frère. Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Kwasi-Kwasi-Kro ouvre le bal, une promesse devenue réalité. Avec elle, des perspectives heureuses pour le plus grand bonheur des populations. Très content. Et puis pour tout ce qu'il nous a dit, je crois que ça va droit au cœur. Jusqu'à présent, dont je suis en train de vous parler, mon cœur bat avec un son Alassane Dramane Ouattara. À Bokanda, c'est la Côte d'Ivoire unie qui se retrouve pleine d'espoir. C'est justement parce que c'est un événement pas comme les autres que tous les cadres, tous les fils de la région et du village se mobilisent. Et l'apothéose ce samedi à Dimokro, où personne n'a voulu se faire compter ce rendez-vous avec l'histoire. 22 ans de service militaire. Je suis venu pour accueillir le président Alassane Ouattara. Depuis là, Alassane dit je suis malade. Je dis que je n'ai qu'à venir avant que je vais mourir. Au stade Samba Koné, difficile de se trouver une place. Nous étions à Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda. Aujourd'hui, ça se passe de tout commentaire. Comme vous le voyez, la population de la région du Zi est véritablement mobilisée. Le fils est chez lui, est sur ses terres. Il l'avait promis pour le Nzi, sa terre natale. Il l'a fait. Je vous propose à présent de revenir sur la 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire y participait. Il s'est adressé au monde entier au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans son intervention, Daniel Kablan-Duncan a surtout dénoncé la résurgence du terrorisme et des armes de destruction massive dans les pays subsahariens. Awa Touré est de retour de New York. Voici son compte-rendu. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, à la tribune des Nations Unies pour la communication de la Côte d'Ivoire sur le thème de la 74e Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion.
Un thème qui, selon Daniel Kablan-Duncan, souligne l'importance que chaque pays membre devrait accorder au multilatéralisme. Pour la mise en œuvre du programme 2030, la Côte d'Ivoire a inscrit les objectifs du développement durable dans son plan national de développement ainsi que dans ses politiques sectorielles et locales. Avec la mise en place d'un important programme social sur la période 2019-2020 d'un coût de 1,45 milliard de dollars US, porté ensuite à 2 milliards de dollars. À cela s'ajoute l'extension très prochaine la couverture maladie universelle, instituée en 2014, ainsi que la mise en œuvre d'un programme de filets sociaux productifs, en liaison avec la Banque mondiale, d'un montant global de 150 millions de dollars US, qui permettra à 125 000 ménages de recevoir des revenus réguliers sur la période 2015-2024. Toutes ces actions en appui aux différents plans sectoriels concernant l'électricité, la santé, la nutrition, l'éducation, la formation, l'eau potable, le logement, l'assainissement et la protection sociale ont permis de réaliser de nombreux progrès dans ces principaux domaines sociaux. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a aussi relevé qu'il n'y a pas de développement sans sécurité ni paix. La paix et la sécurité qui constituent des préalables au développement durable. Pour terminer, le vice-président s'est réjoui de la commune volonté de la Côte d'Ivoire et des Nations Unies d'œuvrer en totale synergie au relèvement des nombreux défis actuels et à venir dans le but de garantir à tous un monde de paix et de prospérité partagée. Nous restons toujours à New York, aux États-Unis, où les États membres de la francophonie entendent dorénavant parler d'une même et seule voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour y arriver, la Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale de la francophonie ont initié une rencontre de haut niveau. Il s'agissait pour les participants de jeter les bases de la mise en place d'une plateforme des États membres de la francophonie représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les précisions de Michel Digré. L'outil de communication, c'est la langue. Et nous constatons que nous avons la langue en partage et qu'il n'y a aucune plateforme qui réunisse les pays membres du Conseil de sécurité qui ont le français en partage. Face à ce constat, la Côte d'Ivoire et la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies initie une séance de travail de haut niveau. Elle réunit une dizaine de ministres des Affaires étrangères, des États francophones membres permanents et non permanents entrants ou en exercice du Conseil de sécurité. C'est tellement normal d'avoir quelque chose comme ça pour les consultations et surtout pour les petits pays comme Estonie, les pays qui sont dans le Conseil la première fois. C'est un grand enjeu. Je crois que c'est la moitié des opérations de maintien de la paix qui sont dans l'espace francophone. Donc je crois que c'est un chiffre qui vient aussi crédibiliser l'intérêt de la démarche. Les représentants auprès des Nations Unies des États francophones au Conseil de sécurité sont invités à jouer un rôle majeur dans le fonctionnement de cette plateforme. Le groupe des ambassadeurs francophones doit se saisir d'une manière régulière des questions de paix et sécurité de nos États. Ça fait partie de la mobilisation, mais c'est à vous aussi de nous guider à partir de nos capitales respectives pour nous dire voici le sentiment ici à New York ce matin, il y a urgence, il y a une réunion dans 2 jours. Et c'est très important qu'on puisse, à travers vous, comprendre ce qui n'est pas toujours facile à déchiffrer quand on est loin de New York. Le dialogue peut faire l'économie du conflit, peut faire l'économie des morts. Nous considérons que promouvoir le dialogue dans la famille francophone doit être l'une de nos priorités communes. Cette rencontre aura permis de définir les principes et modalités opérationnelles d'une stratégie francophone renforcée au sein du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Retour en Côte d'Ivoire pour parler à présent de santé. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a commémoré hier samedi 28 septembre la journée mondiale du cœur. C'est le complexe sportif JC Jackson de Yopougon qui a abrité la célébration officielle. L'édition 2019 a mis un accent particulier sur la sensibilisation de la jeunesse. La campagne a été appuyée par l'OMS, le ministère de la Santé et plusieurs ONG.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. En République démocratique du Congo, un grand dépôt de carburant est parti en fumée hier samedi dans un quartier populaire de Kinshasa. Le lieu du sinistre avait été dénoncé par les riverains qui se plaignaient de la mise en place d'entrepôts de produits inflammables au milieu des habitations. Selon les habitants, au moins une personne a été blessée. Une église voisine du dépôt a également été touchée par les flammes. Et puis au Niger, près de 2000 personnes ont manifesté samedi à Niamey après un appel lancé par l'opposition contre le code électoral et le gouvernement. Cette manifestation intervient un mois après la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier des prochaines élections, des scrutins qui prévoient le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives le 27 décembre 2020 et les municipales et les régionales en novembre. Rappelons que depuis 2 ans, l'opposition refuse de siéger à la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, et conteste le nouveau code électoral. C'est tout pour ce dimanche d'information. Merci à vous tous qui avez suivi. L'information, justement, elle continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve la semaine prochaine.